Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dr. Gail Nield. Elle est dermatologue canadienne en pratique privée depuis 1990. Oh my goodness, 1990. C'est ça. OK. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Académie américaine de dermatologie. Elle fait du bénévolat à Lembe, en Haïti, à l'hôpital Bon Samaritain. Elle est récemment récipiendaire de la subvention 2017 dermatologue canadien de la cœur de La Roche-Posay. You can start when you're ready. Okay. Thank you very much for being here this morning. I'm going to talk about keloids. Bonjour. Ce matin, le Dr. Nield va parler des kéloïdes, des cicatrices. So, the goals of the lecture are fourfold. How to recognize keloids, to know the risk factors, to try and prevent them, and treatment options. Alors, les objectifs de la présentation sont au nombre de 4. Il faut reconnaître les kéloïdes, les facteurs de risque, la prévention des kéloïdes et les traitements possibles. So, a keloid is a firm, smooth, hard, fibrous growth that extends beyond the original origin of the wound. It can arise soon after an injury or develop months later, and they can be uncomfortable or itchy. Bon. Un kéloïde, c'est une lésion ferme fibreuse ou bien des nodules brillants. C'est fibreux et ça dépasse la surface de la blessure originale, de la plaie originale. Il peut apparaître immédiatement après la blessure ou se développer plusieurs mois plus tard. Les kéloïdes peuvent causer de l'inconfort et de la démangeaison. So the photo shows a keloid that occurred after a ear piercing. Bon, le kéloïde qui est sur la photo, il est apparu après le perçage de l'oreille. So as opposed to keloids, the other type of scar that's common is a hypertrophic scar. Autre que les kéloïdes, il y a les cicatrices hypertrophiques. C'est l'autre type de cicatrice qui est assez commun. So as we know, as wounds heal, the scar tissue forms, which at first is often red and somewhat prominent. And over several months, a scar usually becomes flat and pale. But if there's a lot of tension on a healing wound, then the healing area is rather thicker than usual. And this is known as a hypertrophic scar. Bon. Alors, une cicatrice hypertrophique se produit parce que là, on sait que lorsqu'une plaie guérit, le tissu cicatriciel se forme et au tout début, ce tissu-là est souvent rouge et souvent boursouflé. Et sur une période de plusieurs mois, la cicatrice s'aplanit et devient plus pâle. Cependant, s'il y a beaucoup de tension, sur une plaie qui est en phase de guérison, la région qui est en train de guérir d'habitude est beaucoup plus épaisse que la normale. C'est ce qu'on appelle une cicatrice hypertrophique. So, there's always a delay with the slides. So, I made up this table, it seems busy, but it's just to show the difference between keloids and hypertrophic scars. So as we said, I'll do each line and then I'll let you translate, Doris. A keloid extends beyond the border of the original wound, whereas a hypertrophic scar remains confined to the border of the original wound. OK. Alors, la cicatrice kéloïde, elle dépasse le tour de la plaie originale, alors que l'hypertrophique, elle reste exactement, elle correspond exactement à la surface de la plaie d'origine.
So with the keloid, it's often located on the sternum, the shoulders, the upper arms, earlobes, cheeks, and upper back, whereas the hypertrophic scar can arise anywhere, often on extensor surfaces of joints where there's increased tension. Les kéloïdes apparaissent la plupart du temps sur le sternum, les épaules, le haut des bras, les lobes des oreilles, les joues et le haut du dos. Par contre, les cicatrices hypertrophiques peuvent apparaître n'importe où et souvent sur la surface d'extension des articulations où la tension est plus grande. So a keloid can grow for years, whereas a hypertrophic scar usually regresses with time, usually within 18 to 24 months. Une cicatrice kéloïde peut croître pendant des années, alors que la cicatrice hypertrophique, normalement, elle diminue avec le temps et ça peut prendre jusqu'à 24 mois. So a keloid is consisting of thick type 1 and type 3 disorganized collagen, whereas a hypertrophic scar has predominantly type 3 collagen and it's arranged in parallel bundles. Les kéloïdes sont composés de faisceaux épais de collagène de type 1 et 2 qui sont en faisceaux qui sont désorganisés, alors que les hypertrophiques sont composés uniquement de collagène de type 3 qui sont disposés en faisceaux parallèles. So with a keloid, it remains elevated, and it's usually more than 4 millimeters above the surface of the scar, whereas this hypertrophic scar flattens spontaneously over time. Les cicatrices kéloïdes demeurent surélevées, généralement plus de 4 mm au-dessus de la surface de la peau qui l'entoure, alors que la cicatrice hypertrophique s'aplatit par elle-même avec le temps. Good. So a keloid usually appears 3 months or later after the wound, whereas a hypertrophic scar usually appears within 1 month. Une cicatrice kéloïde apparaît généralement après 3 mois ou plus après la blessure, alors que l'hypertrophique apparaît généralement à l'intérieur d'1 mois. And keloids are more common in darker skin types, whereas hypertrophic scars, any skin type. Les cicatrices kéloïdes sont plus communes chez les gens dont la peau a une pigmentation foncée, alors que les cicatrices hypertrophiques apparaissent sur tous les types de peau. So there's just some diagrams to show you. The very first one, A, is a hypertrophic scar because it stays within the border of the wound, whereas B and C are extending way beyond the borders of the original scar, so they're keloids. Bon, les 3 photos ici nous représentent les 2 types de cicatrices dont nous venons de parler. La photo la plus à gauche qui porte la lettre A, c'est une cicatrice hypertrophique et on voit qu'elle ne dépasse pas la région de la plaie d'origine, alors que les photos B et C montrent clairement des cicatrices kéloïdes qui, elles, continuent à croître plus loin que il couvre une région qui dépasse celle de la plaie d'origine. The reason I'm making such information, it's important that there's a difference between hypertrophic scars and keloids, is that hypertrophic scars often get better on their own, so we don't often have to treat them. But keloids, if we can treat them, we will try. And that's the only reason. If you know the difference, then you can reassure the patients about the hypertrophic scars versus keloids. La raison pour laquelle je vous montre ces images, c'est pour que vous connaissiez bien les 2 types. Et comme ça, vous allez pouvoir rassurer vos patients et vous allez aussi savoir qu'on peut traiter les kéloïdes et si on est capable de les traiter, on va essayer de les traiter.
So this is just a brief review on the 4 phases of wound healing. So at the beginning, there's an initial after trauma. There's a small blood clot that forms on the top left corner. Bon, merci. On va reviser brièvement les étapes de la guérison des plaies. En haut, on voit la première phase où il se forme un caillot de sang à la surface. And then there's the inflammatory phase that occurs in 2 to 5 days, and this is just where the fibroblasts and macrophages are coming in to try and begin the wound repair mechanism. Alors, la deuxième phase, c'est la phase inflammatoire qui arrive entre 2 et 5 jours après la blessure, et on voit la formation d'un cal au-dessus. On voit aussi l'activité des fibroblastes et des macrophages qui s'occupent de la guérison. So in the proliferative phase, which is the stage 3, this can occur within a day to 3 weeks, and further healing occurs at this time. And it's when it re-epithelializes. So at this point, you get a new epithelium occurring. Bon. La phase proliférative, qui est la troisième phase, se produit entre 1 jour et 3 semaines après la blessure. Il y a la guérison continue de se produire et on voit une réépithalisation. And then finally, with the remodeling phase, can go on for up to 2 years, and this is when the new collagen develops. And remember, a scar is only 80% as strong as the original tissue. Bon. La dernière phase, c'est celle du remodelage qui se produit qui prend entre 3 semaines et 2 ans après la blessure. On voit au-dessus que la peau est guérie, et on voit aussi que la couche qui est en dessous est guérie elle aussi. On voit la formation de nouveaux collagènes. And it is during this final stage that keloids can develop, and we're not sure the mechanism, but it's in this final phase that there seems to be problems with collagen. Et c'est dans cette dernière phase que les kéloïdes se produisent. On n'est pas certain de la raison pour laquelle ça se produit. So a quick review of abnormal scars. Sorry, it is not advancing. Okay, good. So as I said, the development of abnormal scars is poorly understood to date. In terms of keloids, they seem to have overactive fibroblasts, and after that, we're really not sure of the mechanism. That's all I would say, Doris. OK. Alors, on n'est pas vraiment certain de la raison pour laquelle les cicatrices anormales se produisent. And can you tell me the last thing you said? Oh, all I just said is that I've sort of gone over this already. So it's just that it's poorly understood, but there's excess atypical collagen with keloids. OK. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait qu'il y a un excès de collagène qui est défectueux dans les cicatrices kéloïdes. So in terms of the history of keloids, it's interesting that in terms of description, the very first documented keloid was mentioned in 2000 BC in Egypt. Bon, en ce qui concerne l'histoire des kéloïdes, il y a le premier article qu'on a trouvé remonte à 2000 avant Jésus-Christ. Il a été trouvé dans les papyrus de Smith en Égypte. And then in the 1800s, a dermatologist used the term keloide, and it's derived from the Greek word kele, that means crab's claw, because that's what keloids look like. And so this eventually evolved into the term keloid. Par la suite, dans les années 1800, il y a un dermatologue qui a utilisé le terme kéloïde,
qui est dérivé du mot grec keli, et ça veut dire pince de crabe. Et parce que c'est ce à quoi ressemblent les cicatrices kéloïdes. Et le terme keli, avec le temps, est devenu kéloïde. So, risk factors and etiology. So the risk factor is dark skin. Is a 15 to 20-fold increase if you have darker skin, but it's unclear why. Bon, le principal facteur de risque de développer des cicatrices anormales, c'est la peau qui a une pigmentation foncée. Et on ne sait pas pourquoi. The family history, the genetics are not fully understood because there's both autosomal dominant and recessive genes have been identified. And more importantly, the age that you see keloids is usually between age 10 and 30 years of age. Bon. La peau à pigment foncé a un risque de 15 à 20 fois plus élevé de développer des cicatrices anormales, particulièrement des kéloïdes. En ce qui concerne les antécédents familiaux, on a identifié des gènes autosomales dominants et aussi des récessifs. Et en ce qui concerne l'âge des personnes qui développent des kéloïdes, c'est la plupart du temps, les personnes sont âgées entre 10 et 30 ans. So further risk factors, if there's any trauma, especially if there's delayed healing, burns, acne can cause keloids on the face, ear piercings, tattoos, vaccinations, lacerations, even shaving can cause keloids. And it's important to realize, too, that keloids can occur spontaneously without any obvious cause. Les autres facteurs de risque sont les traumatismes, spécialement si la guérison est retardée. Ensuite, il y a les brûlures, l'acné, le perçage d'oreilles, les tatouages, les vaccinations, les lacérations et le rasage. Cependant, il faut savoir que les kéloïdes peuvent apparaître spontanément sans cause apparente. So this is just to summarize, so I think pictures are always worth 1,000 words. Acne can cause keloids, burns, vaccinations, and tattooing. Bon, puisque l'on dit qu'une photo vaut 1000 mots, voici des photographies qui vont nous aider à se rappeler que l'acné, les brûlures, la vaccination et les tatouages sont des causes de kéloïdes. So how can we prevent it? Because that's always the most important thing. Prior to any surgical procedure, ask if there's any personal or family history of excessive scarring. Bon, comment pouvons-nous prévenir l'apparition des kéloïdes? Il est très important de demander aux patients les antécédents familiaux, s'il y a des antécédents familiaux de cicatrices excessives avant de procéder à toute intervention chirurgicale. And discuss potential risks for keloids for any elective procedures, such as ear piercings or tattoos in darker skin, just so that they know that this could occur. Assurez-vous de bien expliquer aux patients les risques de cicatrices kéloïdes à chaque fois que vous devez procéder à une intervention élective parce que, par exemple, ça peut être du perçage d'oreilles, des tatouages, parce que il faut que le patient comprenne bien les risques. And I always instruct men, if they're prone to scarring, to shave in the direction of the hair growth. So instead of shaving up, you shave down, and that will cause less trauma. Bon. Une autre manière de prévenir les kéloïdes dans le cas du rasage, c'est de se raser en suivant la direction de la croissance du poil. Donc, pour raser le visage, on rase du haut du visage vers le bas plutôt que l'inverse du bas vers le haut.
And interesting, I have some photos here of pressure earrings that are available before. So in between these little pressure cups, there's a little needle that pierces. So that if you really want an ear pierced and you're prone to keloids, these pressure earrings can be used. And as long as there's pressure kept on for a number of months, they may well then get an ear piercing that doesn't turn into a keloid. Bon, j'ai trouvé un produit intéressant. Ce sont des boucles d'oreilles à pression. Entre les deux petits coussinets, il y a une aiguille pour les personnes qui sont sujettes aux kéloïdes. C'est une manière de procéder qui va éviter les kéloïdes à condition qu'on porte ces boucles d'oreilles à pression pendant plusieurs mois. And finally, you can apply silicone gel sheeting after surgery for scars, and also Keloid or steroid injections can be done, and I will discuss that in more detail in just a few minutes. Une autre manière de prévenir les kéloïdes, c'est l'application d'une feuille de gel de silicone après la chirurgie. On l'applique sur les cicatrices et aussi penser aux stéroïdes intralésionnels. So I guess the question is, why treat keloids? The central region of keloids can be painful. For some reason, the center part can be painful, and the outer borders can be itchy. In these cases, these are extreme photos, but you can see how they cause marked disfigurement. It can cause emotional distress. Over the joints, it can affect movement. It can reduce quality of life and cause psychological distress. Bon, la raison pour laquelle on traite les kéloïdes, c'est que la région centrale des kéloïdes peut être douloureuse et le pourtour, la bordure, elle peut causer des démangeaisons. Ça provoque aussi le défigurement, ce qui amène la détresse émotionnelle et psychologique. Ça aussi empêche les articulations de bien bouger normalement et ça affecte aussi la qualité de vie. So, that being said, unfortunately, treatments are very challenging with respect to keloids. Treatments can be frustrating for the patient and the clinician, and despite a variety of therapeutic options, most scar treatments aren't always permanent. They can and will reoccur. The treatments may only give partial improvement, and there's still today no clear consensus on optimal treatment. Bon. Malheureusement, le traitement des kéloïdes est difficile et le traitement peut être causer de la frustration aux médecins ainsi qu'aux patients. Et malgré qu'il y a une variété d'options de traitement, la plupart des traitements pour les cicatrices n'ont pas toujours des résultats permanents. Les cicatrices peuvent réapparaître et elles vont souvent réapparaître. Les traitements peuvent aussi réussir seulement en partie et il n'y a pas encore de consensus sur le meilleur traitement des kéloïdes. So, on the first column, it talks about first-line therapy and second-line therapy. So I'm going to go into detail on the first-line therapy that includes steroids, cryotherapy, that's silicone gel sheeting, and pressure garments. Dans le traitement des kéloïdes, il y a ce qu'on appelle la thérapie de première ligne et aussi ainsi que les traitements de deuxième ligne. Je vais discuter en détail les traitements de première ligne, ce qui inclut des corticostéroïdes intralésionnels. That's okay. Sorry, je m'excuse. All right. Oh, it's okay. Okay. All right. May I finish the first line? Yeah. Because I haven't, okay.
Here, OK. Alors, dans les traitements de première ligne, il y a l'injection intralésionnelle de stéroïdes, la cryothérapie, les feuilles de gel de silicone, les pansements ou les vêtements de compression et une thérapie, une combinaison des thérapies qu'on vient juste de mentionner. Perfect. I'll go into, sorry, Darish, you're being so patient with me. Okay, so the mainstay of keloid treatments are interlesional Keloids. Bon, alors le produit principal qu'on utilise pour traiter les kéloïdes, ce sont les injections de corticostéroïdes intralésionnels et c'est le Kenalog que l'on utilise. Perfect. So how do corticosteroids work? The main one we use is triamcinolone acetate. It inhibits fibroblast growth. It inhibits collagen synthesis. It enhances collagen breakdown, decreases inflammation, and this leads to softer, flatter lesions. And as I said, the most common interlesional steroid that we use is triamcinolone acetate, otherwise known as Kenalog. Bon, alors le stéroïde que l'on injecte le plus souvent, c'est le triamcinolone acétonide et qui s'appelle le Kenalog. Et la façon que ça fonctionne, c'est que ça provoque l'inhibition de la croissance des fibroblastes ainsi que l'inhibition de la synthèse du collagène. Ça améliore la dégradation du collagène, ça diminue l'inflammation et tout ça a pour résultat de rendre les lésions plus flexibles, plus malléables et aussi elles s'aplanissent. So, how do we do interlesional corticosteroids? The local anesthetic lidocaine is normally combined with a corticosteroid to lessen the pain caused by the injection. And usually, you give 2 or 3 injections at monthly intervals, although the treatment may continue for 6 months or longer. Bon, alors, comment est-ce qu'on procède aux injections intralésionnelles des corticostéroïdes? On utilise la lidocaïne en combinaison avec le stéroïde pour diminuer la douleur que l'injection cause. Normalement, il va falloir 2 ou 3 injections qu'on va administrer à des intervalles d'1 mois et le traitement peut continuer pendant 6 mois ou plus. Now, the maximum total dose of the triamcinolone is 20 milligrams per month. And if you give more, there's always a risk of adrenal suppression. That's why we try and keep it at 20 milligrams or less per month. Bon. La dose totale que l'on peut donner par mois est de 20 mg par mois. Et si on excède cette dose, ça pourrait provoquer la suppression des glandes surrénales. So we often start with 20 milligrams a mil for the first treatment, then increase to 30 or 40 milligrams as we move on. And if you're improving with the 20 milligrams per mil, you don't have to increase the concentration in the following sessions. Bon, alors on peut commencer par 20 mg par 1000 pour le premier traitement. Ensuite, on augmente à 30 mg par 1000 pour le second mois et ensuite 40 mg par 1000 pour le 3e mois. Et si on voit une amélioration avec 20 mg par 1000, ce n'est pas nécessaire d'augmenter la concentration du stéroïde pour les sessions suivantes. And it's interesting to note that keloids greater than 2 by 3 centimeters
are less likely to respond to the interlesional keloids when used as a single therapy. Bon. Il faut noter que les kéloïdes, dont la surface est supérieure à 2 par 3 cm, vont moins bien répondre à les injections intralésionnelles de stéroïdes si c'est la seule thérapie utilisée pour les traiter. So I put this next slide down for step-by-step technique because it can seem difficult, but it can be very easy. So I just took these photos from my office. You usually need, you want a syringe with a lure lock so that when you're pushing the syringe and the plunger into the keloid, there's a lot of pressure trying to push it in. And if it's not a lure lock, it can fall apart and all your solution goes out and the needle's left in the scar. So I just think the lure locks are really important. Bon, la technique peut paraître difficile, mais alors ici, j'ai pris des photos dans mon bureau pour illustrer étape par étape comment on procède. Mais c'est une chose qui est très importante, c'est d'utiliser des seringues lower lock parce que quand on essaie d'injecter, il y a beaucoup de pression dans la seringue et si ce n'est pas une seringue lower lock, la solution va pousser contre la seringue, ça va se vider et le patient va rester avec l'aiguille dans la cicatrice. C'est pourquoi j'insiste pour qu'on utilise une seringue lower lock. So in terms of needles, if they're softer, smaller keloids, you can get away with 27 to 30 gauge needles, but if they're thicker, firmer ones, you need a larger bore, 23 to 25 gauge needles. Dans le cas des kéloïdes qui sont plus souples, on peut utiliser des aiguilles 27 à 30, mais si le kéloïde est dur, il faut alors utiliser des aiguilles entre 23 et 25. And then, of course, there's xylocaine. You can use 1 or 2% with or without epinephrine. It doesn't matter. Alors, vous pouvez utiliser aussi la xylocaïne en solution de 1 à 2% avec ou sans épinéphrine. And then Keloid, as I said, only comes in 10 milligram per mil or 40. So we usually use the 40 so we can dilute it. And on this photo, I want to show there's a xylocaine, and next to it are 2 vials. And I have one turned, the one on the right, just to show that the powder separates down to the bottom. So it's really important that you shake that Keloid up really well before you start trying to mix it up with xylocaine, or else you won't have the right concentration. Bon, sur la photo, vous voyez une bouteille de xylocaïne et à côté 2 petites fioles. La petite fiole qui est à droite, vous allez... ah oui, le kénologue se présente en 2 formats. Il y a le 40 mg par 1000 et le 10 mg par 1000 et normalement nous utilisons le 40 mg par 1000 parce qu'on peut diluer la solution. L'interprète vous demande pardon, elle revient aux 2 petites fioles. Celle qui est le plus à droite, on peut voir dans le fond le fond est blanc et il y a un liquide clair au-dessus. C'est parce qu'il y a la poudre qui se dépose au fond de la bouteille lorsqu'elle est au repos. Alors il faut très bien l'agiter pour remélanger la solution correctement. Oh, merci. So continuing with the step-by-step injections, I often start with a 20% concentration, and I mix it all in the syringe to make it really easy. So down on the picture here, if the blue is the triamcinolone and the green is the xylocaine, it's 40 milligrams a mil. So if I draw up half 0.5 cc's, we know that's 20 milligrams. I mean, that's still 40 milligrams a mil, but if I add in another equal part xylocaine, it's 20 milligrams per mil. So easy. This way, if you only do this, that 1 cc is 20 milligrams per mil,
and that's enough for one treatment in 1 month. So it's very easy using a 3 cc, do half and half, and you get a good concentration. Bon. Alors, en utilisant une seringue de 3 cc, c'est très facile. On peut, on commence avec une concentration de 20% de stéroïdes qu'on prélève dans la seringue et on mélange moitié-moitié, la solution de kénologue de 40 mg par mille avec 1% de xylocaïne. Si vous regardez en bas de la photo, vous allez voir ce qui est bleu, c'est le kénologue. Et ensuite, il ne faut pas prélever plus que 20 mg. Comme ça, vous êtes certain de ne pas utiliser plus que la dose que l'on recommande par mois. Et encore une fois, n'oubliez pas de bien agiter la bouteille parce que, comme on le sait, la poudre se sépare. So you can also do with a smaller syringe if it's a smaller keloid. So in this photo, I just show how I do the same thing, but I drop so much less. So if I have a small acne keloid on the face, I'm getting away with only 0.1 cc. So you can just use the same concentration 1-to-1, and you still got the same concentration, even though you have a smaller volume of fluid. This way you don't waste it. Bon, ici, si j'ai un très petit kéloïde, disons un petit kéloïde sur le visage, on peut utiliser une plus petite seringue, c'est de 1 cc, et on procède exactement de la même manière, et de cette façon, on ne risque pas de gaspiller le produit. On va utiliser 2 mg de kénologue au total, et on va ensuite utiliser une quantité similaire de lidocaïne. Et puis, de cette manière-là, vous êtes certain de ne pas excéder la dose et aussi de ne pas gaspiller du produit si vous prélevez seulement la plus petite quantité possible que vous avez besoin pour traiter la cicatrice en question. So this is, I'm just showing a step-by-step injection again. I usually start at one end, and if anyone recognizes the problem with this photo is it's not a lure lock, so I'm sorry about that. It was a picture I found from the internet. But you inject the kenologue kenologue is a triamcinolone acetate, until the keloid blanches. Even if you've diluted it with xylocaine without epinephrine, you will get a blanch. So here you may only need like a small amount to get a blanch. And that's when you know to stop. Bon, ici, c'est une photo que j'ai prise, que j'ai trouvée sur Internet, et vous allez tout de suite voir que la seringue n'est pas une lower lock comme je le recommande. Ici, pour un kéloïde d'1 centimètre, vous avez seulement besoin de 1 ou 2 mg de kénologue et d'une seringue de 1 cc. Et vous allez injecter, je commence toujours au bout de la lésion, et on injecte seulement une quantité suffisante pour faire blanchir la lésion tout entière. Et ça suffit. Here's another, this is a larger keloid. You insert the needle into the keloid, staying centrally and in the mid-height of the keloid to avoid injecting into the surrounding normal skin. You inject slowly. Once you get the blanch, you can then withdraw the needle and inject into the next part of the keloid. So you can start with a smaller needle, but if there's too much resistance, go to a larger bore, like 25 or 23 gauge. And remember, don't inject too fast or too much. Bon. Ici, le kéloïde est plus gros. Et à ce moment-là, on va injecter au centre du kéloïde et à la mi-hauteur. Et ça, c'est parce qu'on veut éviter d'injecter le kénologue dans la peau saine qui entoure le kéloïde.
Et puis, on doit éviter d'injecter dans la bordure du kéloïde. Il faut injecter lentement jusqu'au blanchiment de la lésion. Ensuite, on retire l'aiguille et on va injecter dans une autre partie. Je vous recommande de commencer avec une aiguille plus petite, entre 30 et 27, mais s'il y a trop de résistance et que vous ne pouvez pas injecter, changez pour une aiguille plus grosse, entre 25 et 23. Et prenez soin de ne pas injecter tout rapidement ou d'injecter une trop grande quantité. Injectez toujours la plus petite quantité possible pour traiter la cicatrice. Et dans ce cas-ci, le moins de produits que plus va éviter des complications. So, it's important never to draw more than 20 milligrams to avoid overdosing. And if you're using the full concentration, then you haven't diluted it and it will be painful. So you can take just regular xylocaine with another syringe and inject under the keloid to anesthetize it and then inject the Kenalog into the actual scar. Ne prélevez jamais plus de 20 mg afin d'éviter d'administrer plus que la dose qui est recommandée d'injecter à chaque mois. Si vous utilisez le Kenalog à pleine concentration, le Kenalog de 40 mg par 1000, vous pouvez injecter la xylocaïne seule avant et vous l'injectez sous le kéloïde pour l'anesthésier et ensuite vous injectez le Kenalog comme d'habitude. So patients need to be followed up for at least 2 years to check to see if it's reoccurred or side effects. And the reason I've spent so much time on how to do this properly is because side effects do and will occur, and they've happened to me, it will happen. It can happen up to half of patients treated, and these include atrophy, telangiectasias, and pigmentary changes. Les patients, à la suite du traitement, les patients doivent être suivis pour au moins 2 ans afin de vérifier si le kéloïde réapparaît et aussi pour surveiller l'apparition d'effets secondaires. Can you repeat the last part of the last paragraph? So it's a subcutaneous atrophy, telangiectasias, and pigmentary changes can occur in up to half of patients treated with triamcinolone. Bon, pour environ la moitié des patients qui sont traités au Kenalog, il peut avoir de l'atrophie sous-cutanée, la télangiectasie et des changements de la pigmentation. So it's important to discuss the risks with the patient. They have to be aware that these side effects can occur. C'est très important que les patients soient bien au courant que ces problèmes-là peuvent arriver. C'est un risque. So here's a patient who actually had a successful treatment. You see on the left side a keloid, often on the chest region. This person had 3 sessions of intralesional steroid. You can see it's thinner. There's atrophy. There's extra telangiectasias. And then months later, the red did fade with time, and that is a residual scar. And this is considered a very good result. Bon, alors ici, vous avez 3 photos d'une patiente qui a été traitée avec des stéroïdes intralésionnels. On voit la première photo, on voit clairement qu'il y a un kéloïde. Ensuite, après l'injection, on voit qu'il y a une atrophie sous-cutanée, qu'il y a aussi la télangiectasie. Et à la toute fin, on voit que la cicatrice est pâle et qu'elle s'est aplanie. Et ça c'est un traitement réussi. So,
here's another patient that shows that the scar is flatter, but there's actually, you can see the indentation, there's whiteness, and you can see here actually a punch out area where the keloid actually caused more thinning of the dermis. But these are risks with